Bonjour YouTube, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien, ravi de vous retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale. Alors attention, rien de bien révolutionnaire dans le texte, c'est un concept qui existe sur la plateforme depuis des années et des années, mais que j'ai décidé de mettre en place pour la toute première fois aujourd'hui sur la chaîne, comme qui dirait, chacun son rythme, et puis de manière générale, les phénomènes de mode et moi, ça fait 12 000. Alors aujourd'hui, vous l'aurez bien évidemment vu dans le titre, chers fans de MotoGP, puisque cette vidéo vous est totalement adressée, on va réaliser une tier list de la grille MotoGP en 2024. Alors bien évidemment, ce genre de concept, généralement, on le met en place en fin de saison après une année écoulée, histoire d'avoir matière à juger de manière totalement subjective les prestations des pilotes. Parce que oui, mon avis comme le vôtre, bien sûr, sont subjectifs et forcément à l'issue de ma tier list personnelle, j'imagine que dans l'espace commentaire, vous allez me faire part de la vôtre. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à m'en faire part de cette tier list. L'espace commentaire vous est dédié et ça m'intéresse de connaître votre avis. Alors pourquoi je le fais aujourd'hui? Parce que vous n'êtes peut-être pas sans savoir, pour ceux qui me suivent depuis le début de l'aventure MotoGP, j'ai décidé de parler de la moto de Grand Prix seulement depuis le début de saison 2024. Alors bien évidemment, j'avais fait quelques vidéos coup-ci, coup-ça, il y a quelques années sur le sacre de Bagnaia en 2022, sur le sacre de Bagnaia en 2023. J'avais également fait un bilan de la saison dernière en toute fin d'année, histoire de vous parler du duel Martin-Bagnaia qui avait fait quand même couler beaucoup d'encre et qui a fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux et sur les sites spécialisés de sport. Et puis j'avais réalisé il y a une grosse année de cela un athlète de légende, et oui, une série que j'avais mis en place sur la chaîne et qu'il faudrait que je continue à reproduire de manière un petit peu plus régulière sur la chaîne, un athlète de légende consacré à Fabio Quartararo sur son parcours, semé d'embûches en Moto 3, en Moto 2, jusqu'à son avènement en 2021. C'est une vidéo absolument pas critique, c'est une vidéo un peu documentaire qui se laisse regarder, qui laisse place aux émotions. Fabio Quartararo, l'avènement d'un géant. C'était d'ailleurs le titre que j'avais donné à ce premier numéro d'athlète de légende. Je vous mets le lien de cette vidéo dans la description. Et donc, ça me paraît normal bien, de vous proposer aujourd'hui mon avis sur les pilotes MotoGP qui composent cette grille en 2024. Alors bien évidemment, qui je suis pour parler de MotoGP et de juger de prestations de pilotes qui sont tous meilleurs que moi. Vous le savez, dans le monde dans lequel on vit, on peut juger tout et n'importe quoi. La différence, c'est que moi, contrairement à certaines personnes, je vais le faire dans le respect et je pense que c'est important pour moi et pour vous aussi qui me suivent, que vous connaissiez mon avis sur ce qui compose cette grille en 2024, même si certains d'entre vous ont peut-être déjà des tendances avec ce que j'ai pu raconter précédemment dans les débriefs de Grand Prix. Je vous laisse avec la tier list, c'est maintenant, c'est tout de suite, ne bougez pas. La magie du montage, je ne te gends et je ne te jante, voilà comment on pourrait définir et qualifier cette transition absolument parfaite. Non, je déconne bien sûr, on se retrouve comme promis sur cette fameuse page de la tier list avec nos pilotes, là tout en bas, ils sont tout mignons. Il y a même Dani Pedrosa, tu sais pas ce qu'il fout là, et au-dessus d'eux, il y a 4 colonnes nommées chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3 et chapeau 4, parce que oui, cette tier list, on va se la faire en mode Formule 1, bien évidemment. Et le premier pilote auquel on va s'intéresser, c'est bien évidemment la magie du tirage au sort, c'est monsieur Aleix Espargaro, titulaire bien sûr dans l'équipe Aprilia officielle. Aleix Espargaro qui a annoncé il y a quelques semaines qu'il allait mettre un terme à sa carrière à l'issue de cette saison 2024. Et Aleix Espargaro, contrairement à son frère Paul qui aujourd'hui est retraité, il n'a jamais été champion du monde. Paul Espargaro, on sait, ancien pilote KTM et Honda officiel qui a été champion du monde dans la catégorie intermédiaire. Aleix Espargaro, il a passé pratiquement toute sa carrière en MotoGP. Il a été dans l'équipe Ducati officielle à un certain moment en début des années 2010 et puis il a très vite basculé chez Aprilia. C'est un super metteur au point, un super pilote développeur qui a remporté, on va pas se le cacher, de belles victoires. Je crois qu'il en a 3 à son actif en MotoGP et c'est quand même plutôt bon pour un pilote qui, on le rappelle, a passé la majeure partie de sa carrière à développer une moto pour l'amener au top niveau. On sait que ça prend quand même beaucoup de temps. Alors Aleix Espargaro, on le sait, c'est quelqu'un qui est capable de prendre la grosse tête assez rapidement après de belles performances et puis surtout qui n'a jamais eu la capacité, malgré le fait quand même que ces dernières saisons il avait la moto, de jouer un titre mondial. Et c'est pour toutes ces raisons-là que je vais le placer en chapeau 3. Oui, ça peut paraître un petit peu dur pour certains, mais Aleix Espargaro, de mon point de vue, c'est encore un petit peu trop juste pour prétendre à une place dans le chapeau 2. Alex Marquez, qui est donc
le deuxième pilote auquel on va s'intéresser, Alex Marquez, le frère bien évidemment de Marc, octuple champion du monde. Alors bien évidemment, on va se le dire tout de suite, Alex Marquez, il a souffert de la comparaison avec son frère. Quand vous portez le même nom qu'un grand champion, c'est extrêmement difficile à porter et ce sur le long terme. Mais Alex Marquez, quand même, on peut se permettre de dire qu'il s'est fait un prénom parce que oui, Alex Marquez est l'un des rares pilotes présents en MotoGP en 2024 à avoir gagné le titre dans les deux catégories inférieures, Moto 3 en 2014 et Moto 2 en 2019. Il a fait preuve de beaucoup d'abnégation. C'est un garçon qui a fait des podiums bien évidemment en MotoGP et qui je trouve a une carrière plus qu'honorable en catégorie reine, même si ce n'est pas un potentiel futur champion du monde. Et je pense que pour toutes ces raisons-là, on peut se permettre de le mettre en chapeau 3. Certains pourraient dire t'es un peu dur, chapeau 2, il aurait peut-être mérité pour l'ensemble de son œuvre. Alex Rins, le nouveau coéquipier de Fabio Quartararo au sein de l'équipe Yamaha Factory. Alors Alex Rins, on va pas se le cacher, il est très intéressant. Il a performé en Moto 3, il a performé en Moto 2, mais il n'a jamais été champion du monde dans les catégories inférieures. Et c'est quand même, on va pas se le cacher, quelque chose d'assez surprenant parce que quand il est arrivé en Moto Grand Prix, en catégorie Moto 3, on en faisait quelque part l'éloge. Et on disait que c'était quelqu'un qui serait capable, dans les années à venir, d'aller chercher des titres en Moto 3, en Moto 2, avant d'arriver en catégorie reine. Que Nini, alors bien évidemment, il a fait des podiums en Moto 3, il a fait des podiums en Moto 2, il a gagné des courses dans ces deux catégories inférieures, et puis surtout quelqu'un qui a su faire son trou en Moto GP. On le rappelle, il a remporté bon nombre de succès avec l'équipe Suzuki qui aujourd'hui n'existe plus, et puis il a même réussi à aller remporter une course avec, on le rappelle, l'équipe LCR Honda. C'était le Grand Prix des Amériques en 2023. C'est un super pilote développeur, il sait bien régler la machine, il va être clairement important dans le dispositif de progrès et de développement de Yamaha, et je pense que pour toutes ces raisons-là, on peut le mettre en chapeau 2. Oui, le premier d'une longue liste. Monsieur Augusto Fernandez. Augusto Fernandez, titulaire, on le rappelle, dans l'équipe Gaz qui a du mal avec son coéquipier qui lui fait de l'ombre. Il souffre de la comparaison, bien évidemment, avec Pedro Acosta. Mais Augusto Fernandez, c'est pas n'importe qui, c'est un champion du monde Moto 2. C'était en 2022. Et le garçon, il a quand même du potentiel. Alors attention, ce n'est pas un futur champion du monde. Ce n'est pas quelqu'un qui sera normalement amené à jouer les premiers rôles pour un championnat, peut-être même quelqu'un qui ne sera pas amené à jouer des podiums ou des victoires d'ici à la fin de sa carrière, mais un bon pilote malgré tout, même si forcément, compte tenu des individualités qui composent la grille, c'est difficile de le mettre ailleurs que dans le chapeau 4. Ça peut paraître dur. Monsieur Brad Binder, champion du monde Moto 3 en 2016. Brad Binder, titulaire bien sûr dans l'équipe KTM Factory, qui aura pour nouveau coéquipier l'an prochain le prodige Pedro Acosta. Alors, Brad Binder, c'est un peu l'énigme. Brad Binder, il a gagné dans toutes les catégories, Moto 3, Moto 2 et Moto GP, mais c'est un garçon qu'on a du mal à voir gagner un championnat dans les prochaines années. Parce que Brad Binder, malgré qu'il soit talentueux, malgré qu'il ait un style de pilotage vraiment très agréable à regarder, il y a beaucoup de glisses de l'arrière, c'est très impressionnant. C'est quelqu'un qui montre ses limites en termes de régularité et parfois même en termes de performance, malgré le fait qu'il ait une très bonne machine. Mais quand même, ça reste un pilote de talent, un pilote qui a prouvé sa valeur et je ne me vois pas le mettre autre part que dans le chapeau 2. Monsieur Dani Pedrosa, pilote test de l'équipe KTM qu'on aimerait revoir, en tout cas pour les plus nostalgiques d'entre nous, sur une saison complète en Moto GP. Lui qui fait quelques petites piges de temps en temps sur les circuits espagnols avec pas mal de succès. Dani Pedrosa, on le rappelle, il n'a jamais été champion du monde en catégorie reine, bloqué à chaque fois par Lorenzo, par Marquez et par Rossi. C'est vrai qu'il y avait une génération de fous furieux à l'époque. Monsieur Enea Bastianini, coéquipier de Francesco Bagnaia, que je vois là en deuxième ligne, dont on parlera un petit peu plus tard, on va faire durer le suspense. Enea Bastianini, Bestia, la bête de Rimini, c'est son surnom. Enea Bastianini, c'est un ancien champion du monde en Moto 2 au début des années 2020. Enea Bastianini, il a fait une énorme saison, vous vous en souvenez, en 2022, notamment une deuxième partie de saison vraiment extraordinaire où il est allé chercher bon nombre de victoires, où il a ravi
le cuir rouge à Jorge Martin qui semblait être le favori pour être à ce moment-là déjà le coéquipier de Francesco Bagnaia, comme quoi Jorge Martin et Ducati officiel ça devait pas se faire. Enea Bastianini en 2023, je vous aurais dit qu'il était chapeau 1. Pourquoi? Parce qu'après sa saison 2022, il a vraiment montré qu'il avait l'étoffe pour être champion du monde, en tout cas pour se battre pour le titre, et je le voyais à l'issue de la saison 2022 comme étant au-dessus de Francesco Bagnaia en termes de niveau. Le problème pour l'ami Enea Bastianini, eh bien, c'est qu'il s'est blessé en 2023 par 2 fois, et forcément, eh bien, ça n'a pas arrangé les choses pour se faire à la machine, sachant que dans le même temps, Ducati ne lui a pas donné tout le soutien qu'on pouvait donner par exemple à un Francesco Bagnaia. Et forcément, les blessures d'Enea Bastianini l'a ralenti dans sa progression. Petit à petit, il revient à un très bon niveau, mais j'ai l'impression que quelque chose s'est cassé en Enea Bastianini, pas forcément en termes de pilotage, mais plus en termes de mentalité. Enea Bastianini, c'était une bête de course, un animal assoiffé de podium et de victoire en 2022 et même en 2021, et je trouve qu'on a perdu de ça en 2024. La bête, pour moi, s'est transformée en petit animal domestique, et ça serait bien qu'il retrouve quelque part, à mon sens, eh bien cette grinta qu'il avait, mais sans cette grinta, eh bien aujourd'hui, Enea Bastianini, ça me fait mal, mais c'est seulement chapeau 2. Fabio Di Giannantonio. Fabio Di Giannantonio, titulaire chez l'équipe Gresini l'année dernière en 2023, non conservé par cette structure qui allait accueillir la saison d'après, c'est-à-dire en 2024, l'ami Marc Marquez aux côtés de son frère. Alors Fabio Di Giannantonio, il a réalisé en 2023 une deuxième partie de saison absolument folle, des podiums et puis surtout une victoire au Qatar, au nez à la barbe de Francesco Bagnaia, de Jorge Martin qui avait eu un problème de pneus assez flagrant à ce moment-là, et forcément ça avait tapé dans l'œil, ses prestations de la VR46 et Valentino Rossi qui, on le rappelle, le patron de cette équipe, qui s'est dit quand même on peut pas laisser un Italien sans guidon alors qu'il vient de gagner un Grand Prix. Fabio Di Giannantonio, sur le principe, c'est un bon pilote. Clairement, c'est quelqu'un qui peut se battre régulièrement, ou en tout cas de temps en temps, pour des podiums. Alors en 2024, il est un petit peu en difficulté, ils ont du mal, j'ai l'impression, que ce soit Alex Marquez, Marco Bezzecchi dans une moindre mesure, à réussir à faire fonctionner cette GP 2023, qui pourtant fonctionnait très bien, dans les mains notamment de Jorge Martin et bien sûr de Francesco Bagnaia. Alors Fabio Di Giannantonio, on va pas se mentir, on n'en fera jamais un champion du monde, mais pour moi c'est au même niveau qu'un Alex Marquez ou même qu'un Aleix Espargaro, donc on met tout ça en chapeau 3. Un Fabio peut en cacher un autre, monsieur Fabio Quartararo. Alors Fabio Quartararo, on sait, c'est le chouchou côté français, en tout cas de ceux qui apprécient la réussite de nos pilotes et de ceux qui encouragent nos pilotes, parce qu'on sait qu'en France, on a quand même un petit peu de mal à soutenir nos sportifs français, on leur tire beaucoup dans les pattes, et notamment à ceux qui ont beaucoup de potentiel, qui sont considérés comme des prodiges. Fabio, on le sait, on va pas refaire l'histoire, je vous invite d'ailleurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus justement sur son parcours, à regarder cette vidéo à tête de légende, l'avènement d'un géant, qui est consacré à Fabio Quartararo, qui est dans la description de la vidéo. Fabio Quartararo, champion du monde en 2021, leader bien sûr du championnat en 2022 jusqu'à la mi-saison avant la descente aux offertes de Yamaha. Fabio Quartararo, qu'on le veuille ou non, c'est toujours un top pilote. Certes, la Yamaha ne fonctionne plus, mais c'est un garçon qui, sans l'échec de Yamaha, aurait été champion en 2022, qui se serait battu en 2023 pour conserver éventuellement sa couronne, qui se battrait encore en 2024 pour jouer le championnat. Fabio, tout ce qui le bride aujourd'hui, c'est clairement sa machine, on le voit, il est au-dessus de son coéquipier. Très clairement, c'est assez flagrant. On a encore en mémoire ce qu'il a fait au Grand Prix de France, c'était totalement fou. Le garçon arrivait à rouler pratiquement dans les chronos de Francesco Bagnaia, alors que ce dernier avait une piste libre, alors que sa machine rend quand même normalement techniquement plus de 7 dixièmes à la Ducati, donc c'est vous dire à quel point le mec est excellent, et franchement ça souffre d'aucune contestation de le mettre en chapeau 1. Monsieur Franco Morbidelli. Alors là, on passe du coq à l'âne. Franchement, là, c'est. Tu passes du top, du haut de grille jusqu'au très fond des bas-fonds, quoi. Franco Morbidelli. Alors là, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Franco Morbidelli, déjà, la première chose que tu peux dire, c'est que le mec a eu une chance incroyable de retrouver un guidon, et encore plus chez Pramac. Parce que là, c'est une Ducati, c'est la GP 2024, la moto de l'année. Franchement, c'est évident que le bonhomme va être amené à faire des performances, peut-être même monter sur un podium. Alors, Franco Morbidelli, encore une fois, je le dis et je le répète, et j'aime vraiment le signifier très régulièrement, Franco Morbidelli, il est vice-champion du monde en 2020.
Oui, cette fameuse année Covidée. On rappelle, Franco Morbidelli, contrairement à Fabio Quartararo et à Maverick Viñales, pour ne citer que, et même Valentino Rossi, on peut le citer, même si aujourd'hui il est à la retraite, il avait une GP 2019 et pas la M1 2020, cette fameuse année de Covid. Une M1 2020 qui avait énormément de problèmes. On se souvient encore tous de Maverick Viñales qui avait dû sauter en Autriche de sa machine parce que ça freinait plus. Et Franco Morbidelli, il avait profité de cette année un petit peu bizarre pour aller chercher un gros résultat au championnat du monde, tout comme Joan Mir, dont on parlera un petit peu plus tard. Mais Franco Morbidelli, depuis sa blessure, qui a intervenu en 2021, si je dis pas de bêtises, c'est plus le même homme. Et Franco Morbidelli, j'ai quand même le sentiment qu'il a plus autant la grinta, et surtout qu'il a perdu quelques-unes de ses qualités de pilote. Et pour moi, alors ça peut paraître complètement fou de mettre un ancien champion du monde Moto 2 aussi bas que ça dans la hiérarchie, mais pour moi, c'est clairement chapeau 4. Franco Morbidelli, je ne pense pas que ça vaille clairement une Ducati, ou en tout cas que ça mérite d'être sur une Ducati, et surtout, je ne pense pas qu'actuellement, il ait véritablement encore sa place au sein de la catégorie N. C'est dur dit comme ça, mais ça me paraît être quand même un fond de vérité. Et je crois d'ailleurs, sans véritablement me tromper et sans faire de faux suspense, qu'on va avoir quelque part la même façon de penser à l'égard de Jack Miller. Jack Miller, on le sait, c'est un garçon qui a un parcours un petit peu particulier, qui est passé de la 125 à la catégorie MotoGP. Il a complètement sauté la Moto 2 et la catégorie intermédiaire. Jack Miller, c'est pas un mauvais pilote, c'est quelqu'un qui a su gagner des grands prix, faire des podiums. Il est surtout aussi tombé au bon endroit au bon moment, hein. Il y avait quand même, on le rappelle, Pramac à un moment donné qui fonctionnait très bien, il était là. Il y avait aussi Ducati officiel, il était présent au moment où ça fonctionnait. Et puis, il était aussi quand même pilote KTM, il est toujours pilote KTM officiel jusqu'à la fin 2024. Et Jack Miller, malgré quelque part d'être tombé au bon endroit au bon moment, il a jamais su concrétiser. C'est pas quelqu'un qui a été en mesure à un moment donné de devenir champion du monde. Et puis c'est surtout aujourd'hui quelqu'un, et je me pose vraiment cette question, ça me fait mal de le dire, est-ce qu'il a, comme Franco Morbidelli, encore sa place en MotoGP? C'est vraiment la question que je me pose, et c'est pour toutes ces raisons là que je le mets en chapeau 4. Joan Mir, champion du monde Moto 3, je ne me rappelle plus l'année, c'était en fin des années 2010, et bien sûr champion du monde en 2020, cette fameuse année Covidée où Fabio Quartararo était au-dessus du game, avait remporté 3 grands prix, et malheureusement on se souvient que Yamaha avait eu quelques soucis, que Fabio n'était pas forcément prêt psychologiquement à assumer tous ces soucis, et Joan Mir avait tiré son épingle du jeu, il avait été extrêmement régulier, l'ami Joan Mir, pour aller chercher son seul et unique titre en catégorie 1 avec seulement une seule victoire. Et pourtant, Joan Mir, on le sait, c'est quand même un pilote qui a évolué pendant 3 ans, c'est-à-dire 4 saisons, avec l'équipe Suzuki. Une équipe quand même qui était performante, avec une machine qui était capable de se battre pour les podiums et les victoires. Aujourd'hui, forcément, tout comme Fabio Quartararo, c'est difficile parce qu'il évolue dans une équipe japonaise. L'équipe, bien sûr, Honda, équipe chère à Marc Marquez, qui a fait remporter tellement de titres à la marque. Joan Mir, il est en difficulté. Joan Mir, il n'a pas confirmé clairement depuis son titre mondial en 2020 et pourtant il en avait l'occasion parce qu'on le rappelle, avant d'arriver en 2023 chez l'équipe Honda, il était quand même chez Suzuki en 2021 et en 2022. Et Joan Mir, ça me fait mal de le dire, mais c'est chapeau 3 seulement. Et pourtant on parle d'un ancien champion du monde de la catégorie. Monsieur Johann Zarco, Cocorico, un deuxième français, et oui ça sera le dernier. Johann Zarco, pilote bien sûr, dans l'équipe LCR Honda, dirigé par Lucio Cecchinello, avec qui il avait déjà fait une petite pige lorsqu'il avait, on se souvient, rompu son contrat en 2019 avec la marque KTM, un marque dirigée bien sûr par Pete Bayer. Johann Zarco, double champion du monde Moto 2 en 2015 et en 2016, il avait fait une saison incroyable en 2017 avec bien évidemment cette équipe Tech 3 Yamaha. On s'était dit mais qu'est-ce qui va se passer? Je me souviens encore du Qatar, premier Grand Prix de sa carrière, il est devant tout le monde, il finit par chuter au 7ème tour dans un virage gauche. J'avais été sans réaction à ce moment-là, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? J'étais pantois devant ce qui s'était passé et il avait réalisé des choses absolument extraordinaires, un bon nombre de podiums. Et puis à un moment donné, l'aventure KTM, on croit que ça va finalement mal se terminer avec cette rupture de contrat, il revient derrière dans le game chez bien sûr Avintia, Ducati, et puis il va prendre cette place chez Pramac, une moto gagnante, une moto qui est capable de faire des podiums, une moto qui est capable de faire des victoires. Et Johann Zarco, même s'il avait un rôle un petit peu différent de celui de Jorge Martin, parce qu'il
avait un rôle un peu de pilote test au sein de cette écurie, il nous en a un petit peu parlé ensuite. Il disposait pas forcément toujours du même matériel, mais Johan Zarco, il avait quand même une moto gagnante, et Johan, malgré tout, eh ben, il a pu gagner seulement un seul Grand Prix, et je pense que quand tu as une moto qui gagne pendant 3 saisons, eh bien tu te dois de faire un peu plus de podium et surtout d'aller chercher un peu plus de victoires, et c'est pour toutes ces raisons-là que je le mets chapeau 3. Et ça me fait mal au cœur, mais à un moment donné, il faut quand même être un petit peu objectif dans cette tier list. Rory Martin, le Martinator, pensionnaire de l'équipe Pramac Ducati, actuellement leader du championnat pilote en 2024, vice-champion du monde bien évidemment l'an dernier, et qui a été champion du monde en Moto 3 à la fin des années 2010. Rory Martin, on le sait, c'est un pilote de caractère, un pilote qui est très agressif en piste, qui a un style véritablement assez clinquant, et qui surtout eh bien, montre qu'il est capable de devenir champion du monde. Rory Martin, ces dernières saisons, c'est clair, c'est net, c'est précis, il est prêt pour ce titre mondial. Alors ça ne sera pas chez Ducati, clairement, parce qu'on l'a bien compris, c'est un peu une histoire de je t'aime moi non plus, clairement on ne veut pas, il ira chez Aprilia la saison prochaine, on attend tous avec impatience savoir ce qu'il va pouvoir faire avec cette machine qu'on peut juger gagnante, mais avec laquelle on n'a jamais eu de pilote vraiment capable de jouer le titre. Rory Martin, ça paraît évident qu'avec son talent, ses faits d'armes récents, il est chapeau 1, avec bien évidemment monsieur Fabio Quartararo, qui se sentait bien seul depuis tout à l'heure. Luca Marini, alors là c'est pareil, hein, tu passes du haut de la grille au tréfonds des bas-fonds. Hein. Luca Marini, alors j'ai rien contre Luca Marini, belle gueule, pas de soucis, pilote Honda, il a eu raison, être pilote officiel dans une carrière c'est important, même si c'est pas le meilleur move de l'histoire, parce qu'encore une fois, quand tu passes de la VR46 et de cette Ducati VR46 qui est capable de faire des podiums, à finalement plus rien du tout, parce que Honda c'est à la ramasse totale, et Luca Marini c'est clairement le pilote le plus en difficulté depuis le début de la saison sur cette Honda. Même Nakagami fait mieux, c'est vous dire à quel point le garçon est complètement paumé. Luca Marini, c'est un garçon qui, on le rappelle, a gagné des courses en Moto 2, qui s'est battu pour le titre Moto 2, et qui était pas si loin que ça d'aller chercher ce titre en catégorie intermédiaire. Il a profité, bien évidemment, vous l'imaginez, de son lien de parenté avec Valentino Rossi pour avoir, parce qu'ils sont demi-frères, pour avoir certaines opportunités. Forcément, être chez Ducati vers 46, ça lui a permis d'aller chercher quelques podiums en catégorie reine, mais malgré tout, je ne pense pas, même si je crois qu'il a encore sa place sur cette grille MotoGP, je ne vois vraiment rien de bien précis en lui, je ne crois pas que ce soit un futur champion du monde, et je ne crois pas non plus que ce soit quelqu'un qui puisse se battre régulièrement pour des podiums, et d'ailleurs quand il avait la machine, c'était très rare de le voir sur la boîte, et là on voit clairement ses limites en tant que pilote lorsqu'il est désormais sur une Honda. Ça fait clairement un gros contraste avec ce qu'est capable de faire notamment Fabio Quartararo sur la machine japonaise rivale, clairement pour toutes ces raisons-là, c'est clairement chapeau 4. Monsieur Marc Marquez, octuple champion du monde, bien sûr 6 fois champion du monde en catégorie reine. Marc Marquez, on le sait, il a vécu des choses incroyables avec Honda, dernier titre mondial en 2019, il y a eu cette blessure en 2020, oui, qui est intervenue au niveau du bras. Marc Marquez n'est plus le grand Marc Marquez, mais Marc Marquez a su faire le move qu'il fallait l'année dernière, passer de Honda à Gresini Ducati, et en moins d'un an, il aura réussi à passer d'une Honda qui clairement n'était pas performante à Ducati officiel l'année prochaine, oui, parce qu'il sera le coéquipier de Francesco Bagnaia. Bref, il aura fait un remue-ménage, le loup dans la bergerie. Clairement, Marc Marquez avec une moto GP 2023, avec un écart aussi important avec la GP 2024, parce qu'on rappelle l'écart entre la GP 2023 et la GP 2024 est bien plus important qu'entre la GP 2022 et la GP 2023 l'an dernier. Marc Marquez y réalise des podiums, il en a eu 3 depuis le début de la saison, il est 3ème du championnat, à quelques encablures de Francesco Bagnaia et de Rory Martin. Très clairement, c'est le meilleur pilote depuis le début de la saison avec le Martinator, et forcément en qualité de champion du monde, octuple champion du monde 6 fois dans la catégorie reine, bien sûr, qui rejoint en chapeau 1 Fabio Quartararo et Rory Martin. Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi, c'est un garçon qui, on va pas se le cacher, a performé dans toutes les catégories. Oui, il a été performant en Moto 3, il était performant en Moto 2, il a gagné partout, il a gagné 3 fois dans toutes les catégories. Donc autant vous dire que c'est quelqu'un de très régulier, il a vécu clairement de très belles saisons, notamment ces 2 dernières années où franchement il a bien progressé. Cette année c'est un petit peu plus compliqué, mais je crois que Marco Bezzecchi, lorsqu'il aura retrouvé ses marques et surtout un peu de confiance, parce que je pense que ce qui l'affecte beaucoup en ce début de saison, c'est le fait qu'il soit resté chez VR46 alors qu'il y avait peut-être des opportunités notamment ailleurs, et notamment chez Pramac, et il se pose pas mal de questions aussi avec la suite
de la VR46? Est-ce qu'on va rester chez Ducati ou est-ce qu'on va passer sous bannière Yamaha? Ça aussi, ça peut l'inquiéter. Et je pense que le jour où il aura clairement l'esprit libre, il retrouvera son niveau. Et je pense que son niveau aujourd'hui, c'est un pilote de chapeau 2, Monsieur Maverick Viñales. Maverick Viñales, titulaire bien sûr chez Aprilia Racing Team. On l'annonce en partance de ce team qu'il a rejoint il y a quelques saisons. Il y a des rumeurs qui le voient ailleurs. En tout cas, on verra bien ce qui va se passer pour Maverick Viñales. Et oui, Top Gun Maverick dans les prochaines semaines. On aura certainement des informations sur sa prochaine destination en 2025, même si je pense, et en tout cas, je me fais l'avocat du diable, si j'étais Aprilia, je garderais Maverick Viñales. Pourquoi? Parce que c'est important d'avoir un pilote qui connaît la machine, sachant que Jorge Martin va arriver en 2025 sans véritablement connaître cette Aprilia. Maverick Viñales, il a la particularité, au-delà d'avoir été champion du monde en Moto 3 il y a quelques années, c'était en 2013, et oui, il y a plus de 11 ans maintenant, il a surtout la particularité d'avoir remporté des grands prix avec 3 marques différentes. C'est le seul pilote au monde et de l'histoire à l'avoir fait. Il a remporté bien évidemment un grand prix avec Suzuki, avec Yamaha et avec Aprilia. C'était bien sûr au Grand Prix des Amériques cette saison. Et Maverick Viñales, pour toutes ces raisons-là, même si de mon point de vue, il est un peu trop friable, notamment mentalement, et surtout pas assez régulier pour être champion du monde, ça reste un pilote, à mon sens, de chapeau 2. Miguel Oliveira. Miguel Oliveira, c'est un garçon qui a remporté, là aussi, des courses dans les 3 catégories, si je ne m'abuse, en Moto 2 et en Moto GP, c'est sûr. En Moto 3, j'ai un peu plus de doutes, mais il me semble qu'il a dû en claquer une ou deux. Miguel Oliveira, il s'est battu à un certain moment pour des championnats. C'est un garçon qui a même remporté, je l'ai dit, des courses en catégorie reine, et notamment chez lui au Portugal. Miguel Oliveira, c'est un pilote qui se débrouille très bien sur piste mouillée. Il a été victime de pas mal de malchance ces dernières années. Alors je ne vois pas en lui, malgré le fait que ce soit un excellent pilote, un futur champion du monde ou un mec capable de se battre très régulièrement pour des podiums, même s'il avait la machine entre les mains. Donc à mon sens, même si ça paraît dur dit comme ça, je vais le mettre avec Aleix Espargaro, Alex Marquez, Fabio Di Gianantonio, Joan Mir et Johan Zarco en chapeau 3. Francesco Bagnaia. Alors Francesco Bagnaia, je vais mettre fin au suspense tout de suite parce que je sais qu'il y a pas mal de choses qui circulent sur Francesco Bagnaia, tout le monde ne le trouve pas légitime. Je vous invite d'ailleurs aussi à aller voir une vidéo, je vais vous mettre le lien de cette vidéo dans la description où je vous parle du pourquoi du comment. Francesco Bagnaia est un champion du monde et désormais triple champion du monde et double champion du monde MotoGP mal aimé. C'est une vidéo que j'ai tournée l'année dernière en toute fin d'année, et Francesco Bagnaia, qu'on le veuille ou non, en qualité de double champion du monde, en qualité de metteur au point, en qualité aujourd'hui de pilote qui joue le championnat depuis 4 saisons, parce qu'en 2021 il était deuxième, en 2022, en 2023 il était premier, en 2024 il est toujours en embuscade. C'est un pilote qu'on est forcé de mettre en chapeau 1. Monsieur Pedro Acosta. Pedro Acosta, le prodige espagnol, considéré comme le nouveau Marc Marquez. On sait qu'il y a toujours des comparaisons entre ces deux pilotes à chacun des grands prix disputés, tant par rapport au style de pilotage, parce que ce sont deux garçons qui ont un pilotage expressif, agressif, qui sont très déhanchés sur la moto, des trajectoires complètement différentes de la plupart des pilotes MotoGP. On le sait, Pedro Acosta, il rentre très fort dans les virages, et il arrive quand même à prendre les points de corde. Alors forcément, ça dit beaucoup d'usure pneumatique, mais enfin quand même pilotage qui pour l'instant est payant. Et puis d'un point de vue palmarès, il a réussi à faire ce que Marquez avait réussi, c'est-à-dire à être titré en Moto 3 et en Moto 2 et à dominer ces catégories. Et en 2024, on va pas se le cacher, il réalise pour l'instant un début de saison parfait. Il a fait quelques podiums, même si c'est en train un petit peu de se tasser depuis quelques grands prix, parce que oui, c'est normal, il faut prendre de l'expérience. C'est un garçon qui a tout entre les mains pour réaliser une saison à la Fabio Quartararo. Fabio Quartararo, on se souvient, rookie en 2019, qui avait terminé 5e du championnat, meilleur débutant, et qui avait fait 7 podiums pour sa première saison. Et clairement, Pedro Acosta, il est capable de faire la même chose. Il y a eu clairement, depuis le début de cette catégorie MotoGP, 3 années de rookie absolument extraordinaires. C'est celle de Marquez en 2013, celle de Fabio en 2019, et celle d'Acosta en 2024 peut être clairement de ce calibre. Malgré tout, Pedro Acosta, on va encore temporiser, c'est un garçon qui débute, qui doit prendre de l'expérience, qui pour l'instant ne connaît pas tous les rouages de la MotoGP, même s'il apprend vite. Il est encore un peu trop irrégulier, un peu trop fougueux, mais pour l'instant, et pour un pilote débutant, je me permets de le mettre en chapeau 2 avec les Maverick Viñales, avec les Marco Bezzecchi, les Enea Bastiani, les Brad Binder et Alex Rins. Pour moi, il fait partie de cette trempe-là.
Raúl Fernandez. Raúl Fernandez, qui on le rappelle, est au guidon de l'Aprilia Trackhouse avec bien évidemment Miguel Oliveira à ses côtés. Raúl Fernandez, c'est un pilote extrêmement intéressant. Il a performé en catégorie inférieure. En Moto 3, il a fait quelques podiums et il me semble qu'il a même gagné des grands prix. Vous me corrigerez bien sûr dans les commentaires si je dis des bêtises, mais surtout, il a réalisé une saison 2021 en tant que rookie dans la catégorie Moto 2 assez exceptionnelle. Il est venu mourir à quelques points d'Augusto Fernandez, qui est devenu champion du monde cette année-là. Et Raúl Fernandez, on pensait qu'en 2022, il allait quelque part être un prétendant au titre Moto 2 catégorie intermédiaire. Seulement, Raúl Fernandez, il n'a pas vraiment eu le temps de se faire à la Moto 2, puisque dès 2022, on lui a dit écoute mon pote, tu vas aller en MotoGP. Et c'est clairement une grossière erreur parce que oui, Raúl Fernandez, je pense qu'il est arrivé trop tôt en MotoGP. Il n'a pas eu le temps de se construire en tant qu'homme et en tant que pilote. Il a tout de suite été lâché comme ça dans l'arène avec les gros lions et il s'en sort pas, clairement. Alors il y a quelques performances de temps à autre, mais malgré tout, ça reste très timide et j'ai envie de vous dire, même si je pense qu'il a sa place en MotoGP, avec peut-être un team qui lui donnerait un peu plus de temps, pour l'instant, c'est un petit peu trop juste et à la manière d'un Augusto Fernandez, d'un Franco Morbidelli ou d'un Jack Miller ou même d'un Luca Marini, même si c'est pas pour les mêmes raisons, c'est chapeau 4. Takaaki Nakagami. Alors là, tu vois, on parlait de Raúl Fernandez qui avait sa place en MotoGP. S'il y a bien un mec qui a plus sa place en MotoGP depuis bien longtemps, c'est Takaaki Nakagami. Alors on sait, il est dans l'équipe bien sûr japonaise de cette fameuse équipe LCR Honda. Ce pays, le Japon, sponsorise dans ce team Asia Honda la carrière et surtout finance la carrière aussi de Takaaki Nakagami. C'est un pilote qui a fait des choses intéressantes en Moto 2, qui a gagné un Grand Prix en catégorie intermédiaire lorsque Johan Zarco était présent dans cette fameuse catégorie où il a été champion du monde à deux reprises en 2015 et en 2016. C'est un bon pilote à mon sens pour la catégorie intermédiaire, ça l'a été beaucoup moins en MotoGP. Aujourd'hui c'est quelqu'un qui n'a plus sa place et ça me pose vraiment problème de voir un garçon comme Takaaki Nakagami, que je vais poser en chapeau 4 forcément parce qu'il n'y a pas de suspense, être pilote MotoGP, prendre une place que d'autres mériteraient. Je veux dire, il y a quelques garçons en Moto 2 ou peut-être même quelques garçons en Superbike qui mériteraient d'avoir la place de Takaaki Nakagami. Ça me fait chier qu'il y ait des sponsors payants qui financent comme ça les carrières d'un pilote. Alors que clairement celui-là n'a plus du tout sa place. Et peut-être qu'il serait peut-être temps aussi de faire confiance à Ayugura, un autre pilote asiatique, pour prendre la suite de Takaaki Nakagami. Ayugura, il a gagné son premier Grand Prix en Moto 2, il est plutôt bien placé au championnat en catégorie intermédiaire. Ça serait peut-être bien de lui faire confiance parce que c'est vrai que Takaaki Nakagami, c'est quand même pas le top. Voilà donc pour ma tier list, qu'on va bien sûr résumer avant de se quitter, c'est normal. Alors Dani Pedrosa, hein, j'ai rien contre vous, monsieur, vous êtes une légende, mais vous n'êtes plus pilote titulaire, vous restez à quai. Chapeau 4, Augusto Fernandez, Franco Morbidelli, Jack Miller, Luca Marini, Raúl Fernandez, Takaaki Nakagami. Chapeau 3, bien évidemment, on commence par aller chez Spargaro, Alex Marquez, Fabio Di Gianantonio, Joan Mir, champion du monde 2020, bien évidemment, Johan Zarco, champion du monde Moto 2 en 2015 et en 2016. Monsieur Miguel Oliveira qui s'est battu dans les catégories intermédiaires et inférieures pour le titre mondial. Chapeau 2, Alex Rins, Brad Binder, Enea Bastianini, Marco Bezzecchi, Maverick Viñales, Pedro Acosta et chapeau 1. Fabio Quartararo, bien sûr Jorge Martin de Martinator, Marc Marquez et Francesco Bagnaia. Finalement, quand on y réfléchit bien, en chapeau 1, on a que des champions du monde et que des mecs qui sont capables potentiellement d'être champions du monde. Le seul qui manque à cette liste en tant que champion du monde MotoGP, c'est monsieur Joan Mir. Mais Joan Mir, on le sait, hein, c'est un champion du monde qui est considéré comme étant le champion du monde le plus chanceux de l'histoire, avec seulement un Grand Prix gagné en catégorie MotoGP, alors qu'il avait la possibilité avec les machines qu'il avait pilotées, notamment lorsqu'il était chez Suzuki, d'aller chercher de grands résultats. Je vous attends bien sûr dans les commentaires pour me faire part de votre tier list à vous et me dire également ce que vous avez pensé de la mienne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça mange pas de pain, hein, c'est totalement gratuit. Et vous savez comment ça marche, ça aide la chaîne au référencement, ça permet de soutenir ce que vous voyez. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye et à la prochaine.